Donc Vincent Perriot, dessinateur, auteur de bande dessinée et très récemment j'ai sorti une série de science-fiction Négaliode et j'ai voulu faire un peu, grâce à la collaboration avec Philippe Biwix qui est ingénieur, une espèce de contre-pied justement à cette série-là de science-fiction et de me poser des questions sur ce que pourrait être le futur en faisant un état des lieux actuel sur la question des ressources, de ses limites et de ses rêves, de ses faux rêves et de toute cette dynamique-là écologique, géopolitique, historique sur cet élément-là que sont les ressources. Ça m'a touché, oui justement, pendant que je créais de la science-fiction, j'écoutais plein d'interviews, de podcasts, de conférences autour de ça et ça m'inspirait pour essayer de créer une voie différente de ce que pourrait être l'avenir. On a l'habitude de voir énormément on a beaucoup d'idées reçues sur ce que pourrait être le futur, quelque chose de très mécanisé avec énormément de machines, du virtuel, des écrans, et alors si on pousse encore un peu plus, des vaisseaux spatiaux, des voyages dans l'espace. Et pour moi-même, pour ma propre pratique d'auteur, je voulais un peu casser cette image-là et essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres voies. Et donc ressources, c'est... Philippe en parlerait vraiment très très bien parce que c'est un spécialiste vraiment dans ce domaine-là. Sur les limites de tout ça, sur d'autres voies et d'autres solutions que l'on pourrait adopter individuellement et collectivement pour essayer de voir un autre monde plus que ce monde-là qui est vraiment très étrange au final, et très inerte et très mortifère. C'est plus marrant, c'est plus drôle que ça. Justement, on était dans une sortie de Covid, je me souviens plus trop, c'était en 2021. J'avais fini justement Négaliode, ma série, et j'étais avec un ami et dans la rue, je croise Philippe Biwix, dont j'ai vu un nombre incalculable d'heures de vidéos d'interviews, dont les sujets me fascinaient justement autour des ressources et de plein d'autres choses. Je le croise dans la rue et je dis à mon ami, c'est Philippe Biwix, il faut que j'aille le voir et le remercier de ce qu'il m'a apporté, de ce qui m'a inspiré. Et donc je suis allé le voir et la connexion s'est faite assez simple, je me suis présenté en tant qu'auteur de science-fiction. Et là tout de suite il y a eu quelque chose, il s'est dit tiens, voyons-nous, on a peut-être des choses à se raconter. Et en fait, ça a été tout le but un peu du livre, ça a été de marier nos deux visions. Alors, on s'est donné un rôle, je me suis dessiné moi et je l'ai représenté lui, pour essayer justement de raconter de façon pédagogique des questions que l'on pourrait se poser sur que sont les ressources, comment on les utilise, quelles sont... comment font-elles le lit et les coulisses de notre vie contemporaine, super numérisée, super machinisée. Voilà. Donc, c'était une rencontre fortuite qui a donné une belle collaboration entre nous deux. Je m'inscris dans cette nouvelle veine de bande dessinée documentaire qui est foisonnante, qui est passionnante, qui n'est pas si facile que ça en tant que moi, auteur foisonnant et facile au détail. Mais en fait, j'ai pas voulu renoncer à ça, donc j'ai trouvé une espèce d'entre-deux dans mon style de dessin où quand même le sujet des ressources, ce sont les mines, ce sont toutes ces machines qui historiquement ont fabriqué notre civilisation. Et j'utilise un style un petit peu plus simple, un petit peu plus pédagogique, je passe de case en case, d'espace en espace. Et en même temps, je reste généreux dans que sont ces machines. J'ai voulu rester réaliste sur qu'est-ce qui fait la vraie matérialité des objets que l'on a à notre quotidien. Par exemple, on a un éclaté d'un téléphone portable qu'on utilise juste nous tous les jours, qui est un vrai objet de science-fiction en soi. Et donc je voulais rendre tout le réalisme de ce qu'est cet objet-là, de comment il a été construit, de par quelle mine, décor et d'où il vient, et quels sont tous les rouages économiques et matériels par lesquels il est fabriqué. Et en fait, on s'aperçoit que c'est presque de la science-fiction en soi, et que ce sont des objets qui cachent
qui cache énormément de réseaux et de réseaux matériels qui sont bien présents, contrairement à ce que l'on peut croire de l'immatérialité de ce que l'objet nous présente. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai voulu un dessin très fluide et aussi très clair, encore et d'autant plus grâce aux couleurs de Maëlys Cantreau, qui est vraiment juste une coloriste incroyable, et de Mélissa Bickel qui nous a aidé aussi à la mise en couleur. Et donc voilà, c'est ce travail conjugué de vouloir fluidifier et rendre cohérent et présent des concepts parfois techniques un peu difficiles, parfois un peu ardus, mais en fait de les rendre très, très faciles d'accès. C'est plus dans le... J'imagine que l'action est certes assez difficile, mais en tout cas au moins à l'état de constat, même avant l'état d'une forme d'éveil ou de quoi que ce soit, mais juste un constat que notre monde est fait ainsi, que notre monde n'est pas, fait de numérique, de cloud, de voyages dans l'espace tels qu'on peut nous les présenter parmi certains géants de la tech, ou en tout cas tête pensante des géants de la tech. De se dire que juste de voir les choses, de prendre conscience nous-mêmes de ce que nous faisons, de la façon dont on consomme ces objets-là, de la façon dont on perçoit son rapport, de la façon dont ça déforme notre rapport à la réalité. Je sais pas, je donne un exemple sur la notion de beauté, qui est un peu large, qui est un peu étrange, mais de se dire que moi je le remarque souvent moi-même dans ma propre pratique. Quand il y a quelque chose, quand il y a un événement beau, quand il y a une interaction avec une personne, souvent on met notre téléphone, on met une interaction avec ces objets-là, alors que c'est pas forcément nécessaire. Souvent on fait intervenir pour parler aux autres, ces objets-là, la preuve là on parle avec, là tu me filmes avec un téléphone, pour communiquer, pour être avec les autres. Maintenant on se sent presque obligé de passer par ces machines-là, et je trouve ça presque dommage. Donc c'est de remettre en cause ça, de le faire voir, de le faire comprendre, et de réapprécier des choses un peu plus simples. Et aussi en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est de ne pas sacraliser tout ça, de ne pas avoir pour seul but ça comme avenir, et d'essayer de trouver des réseaux ou des chemins parallèles pour faire valoir des choses que j'estime, ou que beaucoup d'entre nous estiment bien plus importantes. La puissance ou la présence du vivant, ne pas l'oublier, de ne pas être tout le temps dans cette abstraction que nous offrent les réseaux sociaux, et cette forme très répétitive et très addictive, et de prendre le temps. Voilà. Donc moi c'est mon approche un peu sensible. C'est pas forcément ce qui fait le principal du livre, parce que Philippe Biwix y apporte énormément d'autres concepts dont je ne serais pas capable de résumer là. Et donc c'est pour ça que l'album est là, pour marier cette vision philosophique, éthique, et cette vision très matérialiste et très physique des choses telles que Philippe les présente très bien. Je pense continuer Négaliode 3, sauf que le défi justement, c'est de repenser la science-fiction en fonction de ce que je sais, de ce que je connais déjà. Et les choses sympas en science-fiction, c'est qu'on ne peut pas désapprendre. Donc je vais essayer de remoduler mes façons de faire, mes façons de construire le récit, mes façons de construire un personnage, pour pouvoir donner une autre vision de ce que peut être une forme de science-fiction à venir, et un avenir plus vivable et plus vivant. Forcément, je reviens à mon inspiration de toujours, qui a été un choc pas si vieux que ça, mais en fait quelque chose qui a été récent, parce que c'était vraiment à la naissance de Négaliode. Forcément Moebius, Jean-Giraud Moebius, qui lui, si j'avais à me mettre dans sa peau, ce que j'essaye modestement et humblement de faire, a pu, j'imagine, ressentir dans l'état de dessiner, dans l'état de créer,
et dans son dessin même, dans les sujets qu'il développe, une liberté totale de mixer les éléments, d'aller dans d'autres espaces, d'aller aux confins de l'imagination. Et cette liberté-là, elle est assez joyeuse, assez prolifique, et en même temps très contradictoire avec la réalité des choses telles qu'on nous les avance, avec ses limites et ses difficultés à venir. Et donc, voilà, j'admire et j'aime. Ma mission à moi, c'est de faire valoir ces deux choses, cette liberté-là de Moebius, et en même temps cette prise de conscience-là des limites de notre planète et du respect du vivant. Donc voilà, Moebius, encore la tête heureuse, pensante et libre de mes inspirations.